aussi nombreux sur des questions aussi importantes et qui ne sont pas en émergence, qui sont là, voilà, qui façonnent déjà beaucoup de notre condition de citoyens, beaucoup de conditions de production des villes, de leur gestion aussi déjà, donc on est au cœur d'enjeux qui sont tout à fait cruciaux et dont Félix. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de voir que la salle est aussi pleine ce soir pour ce débat. Donc, juste pour resituer un petit peu le contexte, ce débat il est organisé par plusieurs collectifs. Par un collectif qui s'appelle Alto Contrôle Numérique, qui est né récemment, qui s'intéresse un peu à toutes ces questions justement de dérive d'outils numériques de surveillance généralisée, etc. La Ligue des droits de l'homme de la Loire, le collectif Stop Linky 5G de la Loire également, et la Quadrature du Net, Félix, un membre fondateur. Ce débat s'inscrit dans un cycle qui en contient plusieurs. On en a eu un premier qui s'est déroulé le 8 janvier. Le 8 janvier à l'Amicale laïque de Beaubrun, avec Alexis Fitzjean, qui est avocat au barreau de Paris et qui fait également partie de la Quadrature du Net, qui est venu nous présenter un petit peu les outils juridiques à disposition pour lutter contre des projets comme Serenicity, dont vous avez peut-être entendu parler. On en reparlera probablement aujourd'hui. Donc, ce projet d'implantation des micros dans le mobilier urbain des quartiers Tarentaise et Beaubrun. Voilà, donc on a pas mal discuté autour de ce projet-là et des outils juridiques à disposition, des luttes qui se faisaient également sur d'autres lieux en France ou ailleurs. Donc on a ce débat ce soir autour des Smart Cities et on aura également un troisième débat qui est prévu le 24 mars autour de l'éducation et du numérique. Donc voilà, les outils numériques dans le cadre de l'éducation, leur influence grandissante et les conséquences que ça peut avoir. Et un quatrième qui n'est pas fixé encore, mais qui sera plus sur la santé et le travail social et la numérique, qui interviendra sans doute en mai. Voilà. Affaire à suivre. Comme je vous disais, le débat de ce soir, il va porter sur la question des Smart Cities. Qu'est-ce qu'on entend par Smart City? Donc, c'est des villes qui sont soi-disant intelligentes, qui sont plutôt des villes qui sont bourrées de capteurs, censées récupérer, collecter des informations en tout genre et en permanence. Et ces informations seraient soi-disant utilisées pour améliorer notre cadre de vie et nous proposer des expériences utilisateurs, on va dire, qui seraient intéressantes. Donc on aura l'occasion de discuter de tout ça. Mais voilà, c'est principalement cette question de collecte des données permanentes et à l'intérieur d'espaces publics qui pose des questions de surveillance généralisée assez importantes. Et on a la déclinaison un peu bon marché, on va dire, des Smart Cities qui sont les Safe Cities. C'est-à-dire que là, on est sur un aspect uniquement sécuritaire, puisque les Smart Cities, ça va plus être des grandes villes comme Toronto, Séoul, qui s'associent avec des géants du numérique. Et voilà, en France, on est plutôt sur le volet Safe Cities, avec ce qu'on a vu notamment dans le cadre du projet Serenicity à Saint-Étienne, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils numériques et les déployer dans l'espace public uniquement dans un objectif sécuritaire et avec toutes les questions que ça pose. Et donc on va pouvoir aborder tout ça avec Félix Tréguet, qui est chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et membre fondateur de l'association La Quadrature du Net, et également fondateur de la plateforme Technopolis, dont vous voyez juste derrière, il y a le logo et le nom de la plateforme. C'est une plateforme qui regroupe des ressources, des informations sur tous ces projets justement de Smart Cities, Safe City. Et l'idée, c'est d'essayer de collectivement s'intéresser à ces sujets-là, s'en emparer et lutter au maximum contre tout ça. Et on aura également les interventions de Christelle Morel-Journel, qui est enseignante et chercheuse en géographie à l'Université de Saint-Étienne. Voilà, et qui a récemment contribué à un ouvrage Sociologie de Saint-Étienne.
Et enfin, Xavier Vrona, qui est professeur de philosophie. Non, d'architecte. D'accord, professeur à l'école d'architecture. On pensait qu'il y avait une notion de philosophie. Voilà, donc on abordera, après l'intervention de Félix, on abordera un petit peu les aspects justement liés aux questions de politique urbaine, tous ces projets. Et donc, je laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très content d'être ici pour discuter avec vous de ces enjeux en effet très importants et qui commencent à faire débat enfin dans le pays, alors que ça fait déjà des années qu'en fait ces projets sont en cours. Pour vous présenter rapidement la Quadrature du Net, c'est donc une association qui compte 5 salariés, une vingtaine de membres bénévoles dont je fais désormais partie après avoir été salarié il y a bien longtemps maintenant. La Quadrature du Net, c'est une association créée, d'abord comme une association de fête créée en 2008, qui a déposé les statuts quelques années plus tard, et qui a vocation à protéger les libertés publiques, les droits fondamentaux dans l'environnement numérique. D'abord sur Internet, historiquement, à travers des stratégies de plaidoyer législatif, de lobbying citoyen, on pourrait dire, même si certains de mes camarades n'aiment pas trop le terme, c'est-à-dire discuter avec des ministères, surtout au niveau des parlements français ou européens, autour des projets de régulation d'Internet, des enjeux de censure, de surveillance, et au-delà de plus en plus donc, des enjeux liés au numérique qui ne touchent pas directement à Internet et dont on va parler longuement ce soir. La campagne Technopolis, dont je vous parlerai plus en détail à la fin de mon exposé, a été lancée au mois de septembre de l'année dernière, après plusieurs mois d'action de la part de la Quadrature du Net et d'associations amies et de collectifs locaux avec lesquels on avait commencé à échanger. C'est une campagne qu'on coordonne pour le moment, qui se veut la plus décentralisée possible, puisque en fait, les projets dont on va parler ce soir relèvent d'une stratégie industrielle, européenne, nationale, mais s'incarnent à travers des projets locaux, et que du coup, organiser une lutte autour de ces projets suppose de l'organiser de manière décentralisée. Et c'est dans ce cadre qu'on a mis en place quelques outils qu'on espère utiles aux collectifs citoyens qui se formeront pour résister à ces projets. Donc mon exposé a vocation à faire un petit panorama des expérimentations, des déploiements en cours des technologies technopolicières. Je vais revenir un petit peu sur ces différentes technologies dans un instant. Rappeler aussi les enjeux en termes de liberté publique, évidemment. J'ai quelques vidéos à vous montrer, toujours très courtes, et sans doute j'en passerai certaines pour ne pas être trop long, histoire d'illustrer aussi un petit peu ce dont il est question. J'en viendrai aussi donc à la présentation de la campagne en conclusion et un petit peu de l'état du débat réglementaire et politique, contentieux aussi, puisqu'il y a plusieurs recours actuellement devant les tribunaux français sur ces questions. On va replacer un petit peu dans les projets de Safe City, c'est-à-dire la déclinaison sécuritaire et policière de la Safe City dans une histoire. Je pense qu'on pourrait l'inscrire à la croisée de deux histoires, celle des politiques urbaines et de leur croisement avec les politiques de sécurité. C'est une histoire ancienne. Pour remonter pas très loin dans le temps, on peut penser aux travaux du baron Haussmann à Paris dans les années 1860, qui, vous le savez, c'est souvent rappelé lorsqu'il est question des travaux du baron Haussmann, avait vocation notamment à ouvrir de grandes artères dans la capitale pour permettre l'arrivée des troupes dans le centre de la ville et éviter, en tout cas, juguler le plus vite possible des émeutes ouvrières et des barricades qui avaient marqué l'histoire politique du XIXe siècle. Ça n'allait pas être un franc succès puisque ça n'allait pas empêcher l'avènement de la Commune en 1871, mais peut-être que ça a permis la reconquête de Paris par l'armée versaillaise plus rapidement que ça aurait été le cas autrement. La seconde lignée historique, c'est évidemment celle de l'usage de la machine informatique à des fins de gouvernement. C'est un projet nourri dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l'apparition de l'informatique. Et on en trouve plusieurs incarnations à travers le monde dans les années 60, encore à l'état de projet. Et en fait, c'est un peu les mêmes discours qu'on entend aujourd'hui s'agissant de l'intelligence artificielle, qui est juste un nouveau mot valise pour parler de l'informatique contemporaine. À l'époque déjà, on envisage d'utiliser la machine informatique pour aiguiller les décisions publiques, optimiser les politiques publiques. Et ici, vous avez à l'écran représenté une maquette qui était en fait le centre de commandement du gouvernement socialiste de Salvador Allende au Chili,
qui devait être branché à une vaste infrastructure informatique, un réseau informatique disséminé à travers le pays, et qui était censé faire remonter des données sur la production économique et tout un tas de choses, et faire de l'aide à la décision à travers ces panels de visualisation que vous voyez ici représentés. C'est un projet qui ne verra jamais le jour, puisque le coup d'État en 71 du général Pinochet allait mettre fin au projet. 73, pardon, merci. Le 11 71, septembre. c'est l'élection d'année. Le 11 septembre. 11 septembre. Bien Du avant. coup, à la croisée de ces deux histoires, l'actualisation contemporaine de ces différents projets, c'est sans doute ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire le centre de commandement de la police de Rio, avec blindé d'écrans et de visualisations diverses et variées, branchées aux caméras de vidéosurveillance, construit par IBM un peu avant les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Rio il y a quelques années. Il faut savoir que le concept de Smart City, de ville intelligente, est un concept issu du marketing des industriels, en l'occurrence IBM et Cisco, qui à la fin des années 2000, voyant leur chiffre d'affaires stagner un peu et voulant s'ouvrir de nouveaux marchés, se disent il y a un gigantesque marché dans l'appui aux collectivités locales, occupé par des industriels, des multinationales qu'on connaît bien en France, comme Veolia, Suez et autres. Et l'enjeu pour ces sociétés, c'était donc de s'introduire sur ces marchés à travers justement ces projets de Smart City, déployer des capteurs dans la ville pour optimiser la gestion des déchets, des transports, que sais-je encore. Il s'est avéré que ça a été assez compliqué malgré le marketing déployé par ces villes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des publicités d'IBM il y a quelques années où justement c'était vraiment des choses qui étaient mises en avant dans des publicités grand public. C'est aussi évidemment un concept et des solutions et des produits qu'ils ont fait valoir à l'occasion de congrès, de salons industriels au cours desquels ils pouvaient rencontrer les services municipaux. Le problème pour ces sociétés, c'est qu'elles n'étaient pas très intégrées, pas très familières du travail avec les services des villes à travers le monde, et que du coup c'est plutôt des multinationales, elles, familières de ces collaborations, comme justement les entreprises que je citais à l'instant, qui de longue date gèrent des délégations de services publics, gèrent les réseaux d'eau, de transport, d'électricité, d'assainissement, et qui donc ont un habitus commun et des habitudes de travail avec les services municipaux. Et c'est donc plutôt vers des partenariats vers lesquels on se dirige aujourd'hui, où certaines briques technologiques qui manquaient à ces multinationales de fourniture de services aux collectivités, qui achètent donc des briques technologiques à IBM, Cisco ou d'autres, ou parfois le développement en interne, mais plus rarement. Alors je reviendrai sur la raison pour laquelle la Safe City est sans doute en train de l'emporter sur la promesse de la Smart City, parce qu'en réalité c'est à peu près les mêmes technologies dont il est question. Dans les projets de Safe City, donc la ville sûre, la déclinaison sécuritaire de la Smart City, en fait, on compte sur deux types de technologies. D'abord l'analyse big data de divers jeux de données, croisement de différentes bases de données, différentes sources de données pour produire des statistiques et de l'aide à la décision, dans une logique de police prédictive. Alors là j'ai une vidéo à vous montrer très rapidement pour illustrer un tout petit peu la manière dont marchent ces technologies, si toutefois Internet fonctionne. People have been drawing maps since the... C'est en anglais, est-ce que ce sera un problème? Ouais. On va pas la regarder, vous savez quoi. On en reparlera. Demande combien il y a d'anglophones dans la salle. Non, mais enfin, Non, mais ça vas-y. pose problème à certains, on va faire ça. Ça fait gagner du temps, c'est pas mal. Bon, en gros, c'est des visualisations des quartiers dans la ville, une espèce de carte de chaleur de la délinquance sur la base des données passées. On essaye de prédire quelles sont les zones de la ville et à quel moment des faits de délinquance ou d'infraction, d'incivilité sont susceptibles de survenir pour orienter les patrouilles policières. Pour l'instant, c'est surtout ce que ça fait. Je reviendrai tout à l'heure sur les problèmes que ça pose. La deuxième grande catégorie de technologies intégrées dans les projets de Safe City est l'analyse automatisée des flux de vidéosurveillance, caméras de vidéosurveillance qu'on a fait proliférer à travers les grandes villes du monde, et d'ailleurs pas que les grandes villes, Saint-Étienne est une bonne illustration je crois. Et l'enjeu aujourd'hui c'est de coupler ces capteurs vidéo à des logiciels d'analyse, ce qu'on appelle la vision assistée par ordinateur, permettant d'analyser automatiquement ce qui s'affiche, en tout cas ce qui est capté par les caméras. La reconnaissance faciale dont on parle beaucoup est l'une des applications, mais il y en a bien d'autres sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Alors là je vais vous montrer une vidéo, il y a des sous-titres en anglais, parce que c'est plus accessible que l'anglais oral, mais surtout c'est pas très important, c'est juste pour vous
donner à voir un peu ce à quoi ressemblent ces solutions. Donc une vidéo, je peux faire le petit commentaire en voix off. C'est une vidéo marketing d'une société israélienne qui s'appelle AnyVision, qui vend des solutions de reconnaissance faciale aux autorités israéliennes pour surveiller les résidents palestiniens et les populations arabes à Jérusalem. Donc l'idée c'est de capter les visages de personnes en direct, en live dans la rue et de les comparer à des bases de données de personnes suspectes pour voir s'il y a des correspondances et détecter du coup la présence de personnes suspectes. Donc le petit carré bleu signifie qu'a priori il n'y a pas de correspondance et c'est donc des personnes qui ne sont pas suspectes. Alors, comment est-ce qu'on en est venu à se rendre compte de l'existence, de la prolifération, j'ai envie de dire, de ces projets sur le territoire français? Moi je vis à Marseille depuis plusieurs années. Et donc c'était donc à Quadrature, on a beaucoup travaillé sur la surveillance d'Internet, notamment dans le cadre des controverses qui ont suivi les révélations, les divulgations du lanceur d'alerte Edward Snowden, ancien de la NSA, à partir de 2013, qui documentait la manière dont, à travers des outils Big Data déjà, les grandes agences de renseignement occidentales, notamment états-uniennes et d'autres agences anglo-saxonnes, surveillaient les communications Internet. On avait beaucoup travaillé en France avec d'autres organisation de défense des droits sur la loi renseignement qui venait blanchir au niveau français beaucoup de pratiques de surveillance massive développées dans l'illégalité la plus totale par les agences de renseignement françaises. Donc on commençait à avoir l'habitude de ces débats s'agissant des services de renseignement et de la surveillance d'Internet. En novembre 2017, on apprend à travers ce communiqué de presse que vous voyez à l'écran, publié par la mairie de Marseille et l'entreprise Engie Ineo, donc la filiale informatique du groupe Engie, anciennement Suez, tiens donc, que la mairie de Marseille met en place un observatoire Big Data de la tranquillité publique. Donc comme ça, bon, il y a le mot Big Data, ça a l'air clinquant, tranquillité publique c'est plutôt rassurant, on n'a pas forcément conscience du fait que c'est toujours utilisé comme un substitut au terme de sécurité. Et on nous explique dans ce communiqué qu'il s'agit d'exploiter la richesse d'informations contenues dans l'ensemble des données disponibles sur un territoire afin de garantir de manière plus efficace la sécurité quand même, et la tranquillité publique des citoyens. Bref, je vous passe les détails, il y a très peu d'informations, mais quand même le communiqué parle du fait qu'on va aller chercher des données liées à la météo, liées aux mains courantes, aux hôpitaux. Et à l'époque, on parle beaucoup de la reconnaissance faciale en Chine qui se développe très vite. On parle beaucoup de la police prédictive qui se déploie aux États-Unis, y compris dans les médias français. Et à ce stade, il n'y a aucun projet, aucun article dans la presse grand public qui fait état de projets similaires en France. Donc, en voyant ça quand même et en observant ce qui se passe à l'étranger, on commence à être suspecté quelque chose de louche. On fait une demande d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire qu'on envoie un courrier à la mairie de Marseille demandant à avoir communication des documents liés au projet dont il est fait état dans ce communiqué. Un mois plus tard, un peu plus d'un mois plus tard, en réalité, je venais de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, qu'on peut saisir parce qu'on n'a pas la réponse en temps voulu. Je reçois une grosse enveloppe de la mairie de Marseille avec le cahier des clauses techniques et particulières, qui est un document type associé au marché public, qui est en gros le cahier des charges auxquels doivent répondre les entreprises candidates au marché public. Et ce document révèle beaucoup de choses. Je vais y revenir dans un instant. Ce projet, en fait, il était en germe, pour faire quelques petites recherches. On se rend compte qu'il est en germe depuis des années. En 2014, Caroline Posementier, adjointe au maire de Marseille en charge de la sécurité, à l'occasion d'un salon mêlant en gros représentants de collectivités locales et industriels, notamment industriels liés à la sécurité, avait annoncé le vote de crédit d'études pour avancer vers une solution de ce type. Donc c'est pas sorti d'un chapeau. Puis en regardant encore plus avant, en fait, notamment dans la presse locale ou la presse spécialisée, des choses qui n'avaient pas vraiment trop circulé, on se rend compte qu'il y a énormément de projets de ce type. Je pourrais vous communiquer mes slides et vous pourrez aller voir cette cartographie qu'on essaye de réaliser pour
pouvoir suivre un peu l'ensemble des projets, parce qu'il y en a tellement en réalité que c'est parfois difficile de s'y retrouver. Ça permet de voir aussi quelles sont les entreprises multipositionnées sur ces marchés. Et ça mêle plein de choses, hein. Il y a de la police prédictive, donc c'est le cas en fait du prototype d'observatoire Big Data de la tranquillité publique à Marseille, on va y revenir. Il y a un projet similaire pour lequel on reçoit des documents quelques semaines plus tard s'agissant de Nice, avec la multinationale Thales, bien connue du secteur de la sécurité et de la défense, qui est à la tête d'un consortium qui vise à faire des mêmes choses de manière un peu plus ambitieuse qu'à Marseille avec Engie Neo. Beaucoup de projets de vidéosurveillance automatisée. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des boîtes chinoises comme Huawei à Valenciennes dans le Nord, projet engagé en 2016, IBM à Toulouse, un projet du maire de Toulouse, Moudinque. On voit également, donc depuis, on a vu que Nice avait des projets aussi en la matière. Marseille, je vais y revenir, puisqu'on a un recours déposé tout récemment contre ce projet. Cannes, encore plus récemment, là, quelqu'un a trouvé des documents faisant état d'un projet dans la ville de Cannes en matière de vidéosurveillance automatisée. Donc il ne s'agit pas encore de faire de la reconnaissance faciale, mais des choses en fait tout aussi problématiques, ou presque, ou plus parfois. Reconnaissance automatisée de comportements suspects, de démarches, de risques, d'émotions, de voix, puisque c'était le cas à Saint-Etienne. Donc ça, j'en reviens à Saint-Etienne, du coup, cette histoire de capteurs sonores dans les quartiers sensibles. On vient d'apprendre tout récemment qu'à Strasbourg, un projet était en cours, malgré du coup, a priori, la décision d'il y a quelques semaines de la CNIL pour l'utilisation de capteurs sonores intelligents. J'en passe et des meilleurs. Les discours des élus qui assument plus ou moins politiquement la mise en place de ces projets, mais des élus comme Christian Estrosi à Nice ou Caroline Posmentier à Marseille font leur chou gras électoral de discours et d'une offre sécuritaire au niveau local. Et donc eux sont plutôt dans une démarche d'assumer publiquement ces projets. Et donc le maire de Nice explique, pour justifier donc, le projet Safe City en cours sous l'égide de Thales dans la ville de Nice, il faut faire vivre un contexte favorable à l'innovation en renforçant ses collaborations avec de grands groupes industriels, des PME, des startups locales, notamment liées au réseau de la French Tech, ainsi qu'avec le monde de la recherche et de l'enseignement. Donc c'est le discours en gros de l'innovation, de la technologie, il faut amener l'innovation et les startups sur nos territoires, et donc on suscite ces contextes, ces écosystèmes d'innovation en lançant ces projets. Le deuxième type de discours, c'est évidemment des discours sécuritaires. Là, c'est des extraits justement de la convention d'expérimentation conclue entre Thales et la ville de Nice pour ce projet de Safe City, qui est aussi un espèce de projet couteau suisse fourre-tout, un peu comme à Marseille, là, police prédictive et plein d'autres choses. Je passe sur les détails techniques. Ce qui est intéressant, donc, le document part d'ailleurs du constat d'une urbanisation galopante à la surface du monde, de menaces de plus en plus importantes, en raison de risques naturels liés au dérèglement climatique ou de risques d'origine humaine, criminalité, terrorisme, etc. Il faudrait donc évaluer chaque situation pour pouvoir anticiper les incidents et les crises, identifier les signaux faibles, un vocable qui s'était imposé dans le renseignement mais qui n'était pas encore aussi courant chez les professionnels de la sécurité, afin de fournir une aide à la planification, proposer des prédictions sur base de scénarios, un peu comme le projet CyberSyn d'Allende, le tout dans le cadre d'une gestion en temps réel à travers l'exploitation du maximum de données existantes au sein d'un centre d'hypervision et de commandement. Donc plein de buzzwords qui donnent à voir un peu la war room hyper connectée qui permettra de gérer depuis un gros fauteuil comme dans le vaisseau Star Trek la ville en gros. Et moi ce que je trouve intéressant dans ces extraits, c'est qu'on sent bien à quel point la sécurité, c'est pas comme la police théorisée par les papes, les théoriciens de la police moderne du XVIIIe siècle, c'est pas garantir l'ordre public en s'intéressant non seulement effectivement à la criminalité évidemment, mais aussi à l'hygiène publique, à la santé publique, à la propreté, à l'hygiène dans les rues, etc. C'est simplement se contenter de gérer le désordre. On ne s'intéresse plus du tout aux sources de la délinquance, de la criminalité. Donc là, je vais rentrer un tout petit peu plus finement dans la description des projets en cours, à partir des documents, dans un premier temps, issus de l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique, cette grosse enveloppe dont je vous parlais tout à l'heure. Et d'abord, comprendre un peu mieux les finalités décrites dans le projet. Donc vous lisez avec moi, il s'agit notamment c'est le second point tout en haut, de mise en place d'algorithmes prédictifs avec prédiction spatio-temporelle des risques d'occurrence d'incidents,
Mise en évidence de facteurs propices à augmenter le taux de délinquance, météo, heure de la journée. Détecter la préparation d'événements sauvages ou d'actes de délinquance comme les... une convention a été passée entre la mairie de Marseille et la préfecture des Bouches-du-Rhône pour permettre à la ville de Marseille d'avoir accès à toutes ces on ne sait pas exactement d'ailleurs, mais les statistiques de la délinquance, a priori c'est évidemment central pour un outil de ce type. En échange, le ministère de l'Intérieur, donc la police nationale, auront accès à la plateforme qui n'est désormais plus l'Observatoire Big Data, mais ça s'appelle M-Pulse, c'est beaucoup plus sexy, là. M comme Marseille a priori, plus comme le battement du cœur. On peut aussi envisager des partenaires externes privés, notamment les opérateurs téléphoniques, puisque grâce au bornage de nos téléphones, on peut géolocaliser une population de manière agrégée sur tout un territoire. On pourrait identifier des gens, mais là, je pense qu'ils n'en sont pas là. Mais a priori, là, c'est surtout des espèces de cartes de chaleur de répartition de la population pour voir des endroits où des gens se rassemblent, par exemple. Le crowdsourcing, donc ça c'est une grande mode aussi dans tous ces déploiements, c'est des applications en gros qui permettent aux citoyens de se faire collaborateurs de la police en envoyant des vidéos, des photos captées sur l'espace public et pour signaler des problèmes. Les réseaux sociaux, on l'a vu, et l'open data, c'est toujours de bon ton. Ah, c'est encore le problème que j'avais tout à l'heure. Piraté, Je vais me permettre juste d'intervenir. Nous, il n'y a pas que les micros, il y a aussi un dispositif de ce type qui s'appelle Digital Saint-Etienne, qui est théoriquement mis en avant pour des questions de maîtrise de l'énergie dans les bâtiments publics, etc., mais qui en fait, incidemment, parle des caméras qui seraient reliées à la base de données, parle de différents systèmes qui sont destinés sur les réseaux sociaux aussi, analyse des réseaux sociaux. Donc on est dans le même schéma. Simplement, bon, nous on n'a pas eu, pour le moment on n'a pas fait le recours à la CADA. Vous avez des deux. On n'a pas les documents vraiment exhaustifs sur le sujet. Mais on peut s'attendre à un truc comme ça. Donc sur ces outils de police prédictive, rapidement, les problèmes en termes de liberté publique. Je vais citer le rapport de prospective de la CNIL sur la Smart City qui date d'octobre 2017. Si les systèmes basés sur l'algorithmie prédictive promettent de produire des résultats, ils sont aussi de formidables reproducteurs de biais. Plusieurs expériences ont par exemple démontré que les outils d'aide à la localisation des forces de l'ordre avaient tendance à renforcer certaines discriminations. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, c'est pas très clair, je suis d'accord. Du coup, c'est pas forcément pertinent de l'avoir ici. En gros, ce qu'on a observé aux États-Unis, et c'est assez logique, c'est-à-dire que ces algorithmes sont fondés sur des techniques d'apprentissage machine où en fait se nourrissent des données qu'on leur fournit pour émettre des recommandations. Et donc forcément, le type de données qu'on va leur soumettre vont influencer le type de recommandation qu'ils formulent. Okay. Donc, dans des quartiers, notamment aux États-Unis, les discriminations structurelles dont on parle ici, c'est notamment le fait qu'on surpoliciarise certains quartiers, notamment aux États-Unis, c'est le cas des quartiers où vivent des populations afro-américaines, d'origine immigrée, enfin précaires, pauvres. Et donc, en donnant beaucoup, puisque les patrouilles de police patrouillent beaucoup plus dans ces quartiers que dans des quartiers plus aisés, elles vont avoir plus de données et donc l'algorithme va les inviter à se concentrer encore plus, sans doute qu'elles ne le devraient, ou qu'un traitement disons, égalitaire en termes de fourniture de données. Donc ça crée des biais, donc ça renforce en fait ces mécanismes de surpoliciarisation. S'agissant de la surveillance des réseaux sociaux, puisqu'on voit que c'est une des sources de données envisagées pour modéliser l'état de la menace et orienter l'action des forces de l'ordre. Là, vous avez l'exemple de fiches mises en place, de fiches, au sens de fichage de militants politiques issus de la mouvance Black Lives Matter à Baltimore. La police de Baltimore avait fait appel à la société Zero Fox pour la surveillance des réseaux sociaux et identifier des individus potentiellement dangereux et établir ce qu'on appelle des scores de menaces. Et donc sur la base de l'analyse de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn, on a estimé que ces deux individus, leaders des sections locales du mouvement Black Lives Matter, étaient particulièrement dangereuses. Et là, ça renvoie au fait qu'une grande partie de l'activité politique aujourd'hui des mouvements sociaux a lieu sur Internet et au vu et au su, je veux dire, c'est très facile d'automatiser la surveillance des mouvements politiques à l'heure actuelle, alors que dans le passé, c'était beaucoup plus compliqué d'envoyer un agent DRG à des réunions politiques. Aujourd'hui, une grande partie de tous ces échanges, toutes ces discussions,
Donc on est surveillé ce soir. Une grande partie, je vais pas dire, heureusement. On est surveillé là ce soir. Allez sur les réseaux sociaux. Moi, c'est mon cas. Je suis pas sur Facebook, mais je continue à être sur Twitter et à partager des informations en lien avec les luttes auxquelles je prends part et les sujets qui m'inquiètent. Et je me pose de plus en plus la question de la pertinence de le faire. J'en viens donc à la seconde brique technologique, la vidéosurveillance automatisée. Donc là, c'est des extraits, des documents qu'on a récupérés s'agissant du test qui a lieu depuis le mois de décembre, d'une 50aine de caméras branchées à un algorithme d'analyse automatisée à Marseille. Donc en haut, là, vous avez la tranche ferme, c'est-à-dire ce qui est d'ores et déjà mis en œuvre. Donc analyse de scène statique pour repérer des objets abandonnés, un individu au sol, des tags. Vous avez besoin de le mettre en être. Dépose sauvage d'ordures, vol, disparition, destruction de mobilier urbain. Comptage de personnes de véhicules dans une zone, détection périmétrique, franchissement de lignes de zone, présence sur zone, donc on imagine peut-être aux abords d'établissements sensibles, analyse de densité de foule, regroupement, attroupement, surveillance des manifestations, et dans une tranche conditionnelle, donc en option pour plus tard, détection sonore, explosion, coup de feu, clameur, foule, cri, reconstitution d'événements différés. Donc évidemment, le grand intérêt, et c'est l'argument des promoteurs de la vidéosurveillance automatisée aujourd'hui, notamment des lobbies industriels qui promeuvent ces technologies, ils ont réussi à faire en sorte que, d'abord au niveau des villes, puis ensuite au niveau national, des politiques publiques aboutissent à ce qu'on ait dépensé, sans doute depuis 20 ans, il n'y a pas de chiffre officiel, une estimation à la louche, probablement entre 1 milliard et 2 milliards d'euros d'argent public dans l'installation et la maintenance de la vidéosurveillance, pour des résultats, quelques études indépendantes, parce qu'il n'y a pas du tout d'évaluation officielle, montrent que ça ne sert pratiquement à rien. Donc un gigantesque gâchis d'argent public, et aujourd'hui les industriels viennent dire dans les colloques où ils vendent leurs solutions, mais c'est n'importe quoi d'en dépenser beaucoup d'argent dans ces caméras que personne ne regarde, puisqu'au niveau des centres de supervision urbain, on n'a pas assez de policiers pour regarder les milliers de flux sur des villes comme Marseille, donc il faut automatiser tout ça. Et notamment, là c'est ce qu'on voit dans cette ligne, reconstitution d'événements différés. Vous avez vu tout à l'heure comment on pouvait suivre des individus, enfin là c'était plutôt pour repérer des suspects, mais on pourrait imaginer, là cette personne là en rouge avec ce bonnet vert, elle a l'air suspecte, j'ai même pas besoin d'avoir son visage, hein. On peut la suivre à travers sa démarche, sa tenue vestimentaire, elle a l'air suspecte, je déclenche du coup un suivi automatique où à chaque fois qu'elle va flasher en temps réel dans l'espace public devant des caméras, et ben, l'image va remonter devant un opérateur et comme ça on pourra la suivre automatiquement. Ça, on peut aussi le faire en temps différé. C'est-à-dire, on a par exemple 6 mois d'archives vidéo des 2000 caméras de vidéosurveillance sur la ville de Marseille. Il faut retrouver le parcours d'un individu sur les 2 mois passés. Et ben, on peut dire, c'est cette personne, quand il sort dans la rue, justement, il a ce bonnet, ou il a ce sac à dos, il a cette démarche. Ressors-moi toutes les archives où on a quelqu'un qui correspond à cette description. Et évidemment, lecture de plaques d'immatriculation, c'est quelque chose pour le coup de très facile à faire, puisque reconnaître, il y a encore des petites améliorations à faire sur la reconnaissance faciale, la détection de démarches et compagnie. Lecture sur plaque d'immatriculation, c'est quand même très standardisé, donc beaucoup plus facile à faire. Je passe sur la description de Nice. Évidemment, tout ça s'inscrit dans un contexte où les solutions de reconnaissance faciale sont aussi en train de proliférer. Ça a été le cas d'abord pour ce qu'on appelle les smart borders, les frontières intelligentes, où on rentre dans ces sas, où la reconnaissance faciale permet à partir du passeport biométrique d'authentifier un individu. Des fichiers tels que le fichier du traitement des antécédents judiciaires, qui est un gros fichier de police qui sert à faire tout et n'importe quoi, qui contient 22 millions de fiches, 8 millions de photos, et plein de gens y sont alors qu'ils n'ont rien à y faire, mais les contrôles pour éviter ces abus sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc ça, c'est d'ores et déjà, c'est le premier fichier qui permet aux policiers de faire de la comparaison faciale, c'est-à-dire qu'on soumet une photo d'un suspect et on voit s'il y a des fiches qui ressortent, qui correspondent. Et on pense que ça a été assez central. Ça, on l'a compris en fait en suivant un petit peu le débat autour de la surveillance des manifestations des Gilets jaunes. Et on pense que c'est vraiment très largement utilisé à partir des images de manifestations pour ensuite mettre à jour les fiches. C'est-à-dire, on prend une photo, on a une vidéo d'une manifestation qui n'est plus autorisée parce qu'il y a eu une sommation de se disperser par exemple. Le simple fait d'être toujours dans la zone constitue une infraction qui permet ensuite aux policiers légalement de prendre en photo ces personnes, de soumettre ces photos à un algorithme qui va ensuite chercher à reconnaître s'il y a des fiches dans le fichier de tâche. Pour ensuite mettre à jour la fiche, cette personne était présente un tel jour. C'est ce qu'on imagine en tout cas, on s'apprête à faire un recours
contre ces usages. Le fichier TES, qui est le fichier de tous les demandeurs de carte d'identité et de passeport mis en place depuis 2016, qui à terme du coup va concerner une grande partie de la population et pas seulement ceux qui ont eu affaire avec la police de près ou de loin et qui permettront donc d'avoir ces bases de données à partir desquelles on pourra faire de la reconnaissance faciale à grande échelle. Les fichiers de l'immigration ont aussi inclus des empreintes, des photographies faciales exploitables par des solutions de reconnaissance faciale. Donc pareil, on pourrait imaginer, on va mettre le fichier des déboutés du droit d'asile, et puis pour armer les reconduites à la frontière, puisque apparemment le taux n'est pas assez élevé, on pourra utiliser ces technologies pour massifier tout cela. Alicem, qui est une solution d'identité numérique qui se présente comme complètement indolore, juste pratique pour s'authentifier sur les services publics en ligne. On monte sa trombine à son téléphone et on pourra comme ça se loguer sur le site des impôts ou que sais-je. Et qui est en fait une stratégie du gouvernement pour imposer une identité civile biométrique. La carte d'identité biométrique qui va arriver en France, qui existe déjà en Allemagne, puisque en fait, c'est l'objet d'un règlement européen adopté il y a quelques mois, qui a très peu fait débat, et qui en fait sera un peu comme notre passeport aujourd'hui pour les bandes paraphes, nous servira potentiellement dans un futur très proche à nous authentifier par reconnaissance faciale à n'importe quel guichet, à l'abord de manifestations, que sais-je encore. Là, c'est pas des choses qui existent, c'est tout simplement pour vous montrer à quel point les briques technologiques qui vont permettre de massifier la reconnaissance faciale sont en train peu à peu de se mettre en place et comment les briques réglementaires sont en train de suivre également. Alors là, pour vous parler des dangers, j'ai envie juste de citer ces extraits d'une note d'un officier du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, qui se suffit à elle-même, qui date de septembre dernier, sous réserve d'algorithmes exempts de biais, donc il faut encore faire des progrès, mais ça vient, ne vous inquiétez pas. La reconnaissance faciale pourrait mettre fin à des années de polémiques sur le contrôle au faciès, puisque le contrôle d'identité serait permanent et général. Donc en gros, on ne discriminerait plus selon la couleur de peau des personnes, tout le monde serait logé à la même enseigne. De même, elle permettrait une réactivité accrue pour les recherches de personnes vulnérables, on parle beaucoup des Alzheimer ou des jeunes enfants fugueurs ou perdus, ou la traque de délinquants en fuite. Elle serait également de nature à instaurer un autocontrôle, limitant les incivilités, puisque se sachant identifié en permanence, on va se tenir à carreau. Respect du code de la route, déjection animale. Il manque un mot, j'ai l'impression. Dépôt d'ordures. Sur le modèle du crédit social chinois, qui est ce système, je ne rentre pas dans les détails, vous en avez sans doute entendu parler, qui fait froid dans le dos, qui est en train d'être expérimenté par différentes villes de Chine. Et en bas, là, sur ce texte, aussi extrait du même document, si tant est qu'elle atteigne un niveau de fiabilité acceptable, toujours le conditionnel, il va falloir faire des efforts encore au niveau de ces solutions, au niveau technique, la plus-value policière de cette technologie ne fait aucun doute. Elle vient consacrer la démarche d'anthropométrie judiciaire entamée il y a 150 ans, Papa Bertillon, parrain de l'identification judiciaire à la fin du 19e, pour identifier les fauteurs de troubles qui auparavant étaient marqués au fer rouge pour les plus dangereux. Donc c'est cool, on n'est plus marqué au fer rouge. L'intérêt de cette technologie est d'exécuter systématiquement et automatiquement les actes de base des forces de l'ordre que sont l'identification, le suivi et la recherche d'individus, en rendant ce contrôle invisible et indolore, on a de la chance. Donc, juste pour résumer, contrôle d'identité permanent, général, invisible, donc incontestable. Et moi, c'est un propos que j'ai tenu avec mon collègue Martin face à un parterre de 300 gendarmes, policiers, industriels qui nous avaient invités à discuter en septembre dernier de l'acceptabilité sociale de la reconnaissance faciale. Ils voulaient qu'on les aide un petit peu à savoir comment ça allait pouvoir être acceptable, tout ce bazar. Et moi, la question, sachant que c'est quand même une référence un petit peu dans l'éthos, ce qu'il peut y avoir de meilleur dans l'éthos des gendarmes et des policiers, qui est une référence à la résistance sous l'occupation nazie, c'est de juste leur poser cette question, qu'est-ce qui se serait passé pour nos grands-parents qui prenaient part, nos parents qui prenaient part à ces réseaux de la résistance, si ces technologies avaient été installées partout dans l'espace public. En mon sens, ils n'auraient pas passé plus de 2 ou 3 semaines en clandestinité. Tout ça pour dire qu'une démocratie, c'est pas juste des grands principes, c'est aussi éviter de mettre en place des infrastructures dignes de pays, dignes de régimes totalitaires et qui, juste en tournant le bouton, permettent de mettre en place des formes de contrôle social de type totalitaire. Avant-dernier mouvement de mon exposé pour expliquer, parce qu'évidemment il y a des tentations totalitaires, autoritaires qui habitent une partie des élites policières, politiques, administratives, mais c'est aussi, parfois surtout, une histoire de gros sous.
En 2018, le marché de la Smart City était estimé à 71,3 milliards de dollars. Les études de marché prévoient une croissance de 18,9% entre 2019 et 2025, portant ce marché à 237 milliards de dollars à l'horizon 2025. En France ou dans le monde? Dans le monde. Le marché mondial, pardon, c'est pas vrai, le marché mondial de la sécurité a représenté tout secteur confondu 629 milliards d'euros en 2018, en hausse de 7%, soit 2 fois la croissance mondiale. Et comme l'explique Pierre Cuneo, alors qui est un personnage intéressant, il est énarque, ancien directeur de cabinet de Delphine Batho lorsqu'elle était ministre socialiste du développement durable, et désormais directeur de la stratégie et de la recherche chez Thales. Pour l'instant, pas une ville ne demande de tout mettre en réseau, c'est-à-dire nous on a des solutions qui pourraient permettre de faire de la Smart City, déchets, transport, que sais-je. C'est pas pour dire que c'est bien, hein, mais bon, au moins, en termes de liberté publique, c'est un peu moins scandaleux. Tout cela ne concerne pour l'instant que la sécurité. Les budgets des villes ne permettent pas encore d'aller plus loin. Donc c'est seulement sur les questions de sécurité que les villes sont prêtes à débloquer de l'argent. Et donc, raison pour laquelle la Smart City est en train de se transformer en Safe City et les promesses mirobolantes en mise en place d'infrastructures policières. Il faut savoir qu'en fait, ces technologies, on commence juste à en parler. Et là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est le début de leur banalisation. C'est aussi beaucoup d'expérimentations à travers desquelles les industriels vont tenter de collaborer sur le terrain justement avec les services municipaux pour voir comment on peut travailler ensemble et pour voir si ces technologies répondent bien à leurs attentes et sont efficaces en pratique. Mais en réalité, ça fait plus de 10 ans qu'à coup de dizaines, voire de centaines de millions d'euros d'argent public, on finance au niveau français, au niveau européen, à travers la recherche publique, le développement de cette technologie. Là, vous avez une capture d'écran des appels à projets que la Commission européenne lance très régulièrement autour de ces enjeux, Security for Smart and Safe Cities in Public Spaces. Les expérimentations qui se déploient à l'heure actuelle sont mises en œuvre avec le soutien d'agences publiques. Ici, c'est la Banque publique d'investissement qui avance 11 millions d'euros pour aider le projet de Thales à Nice. Il y avait l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui subventionnait le déploiement des capteurs sonores à Saint-Étienne. Et il y a d'autres exemples qu'on essaye aussi de documenter sur le graphe en voyant un petit peu les soutiens financiers publics à ces différents déploiements. Alors bon, c'était pas mon avant-dernier mouvement, c'était l'avant-avant-dernier. Enfin, en fait, c'est le même. Puis comme ça, je vais conclure et on va pouvoir passer la parole. Je m'excuse d'être un peu long. Donc la campagne, juste pour vous présenter un tout petit peu la campagne Technopolis. Donc, je vous l'ai dit, on a fait beaucoup de demandes d'accès aux documents administratifs. On a fait de premières actions en justice contre la reconnaissance faciale dans, je ne vous en ai pas parlé, au niveau donc Christian Estrosi, Renaud Muselier, vice-président et président de la région Sud, c'est plus dire région PACA désormais, ont donc promu l'an dernier l'expérimentation de reconnaissance faciale pour gérer les entrées-sorties des établissements scolaires. Je m'arrête un tout petit peu sur ça parce que c'est un autre aspect dont on ne parle pas souvent mais qui est assez central et qui permet de faire le pont avec d'autres luttes. L'argument mis en avant, et ça va quelque chose, c'est vrai aussi pour les forces de l'ordre et les aspects beaucoup plus directement policiers de cette technologie, la région PACA, pour légitimer cette expérimentation, où d'abord dans 2 lycées, un à Nice, un à Marseille, on allait expérimenter ces portiques de reconnaissance faciale, avant de les généraliser à l'ensemble des lycées de la région, lycées dans lesquels on avait déployé auparavant une caméra dans chaque lycée, donc il y a déjà les caméras à l'entrée des lycées, partout dans la région, et désormais l'enjeu c'était de faire de la reconnaissance faciale pour libérer, c'était décrit comme ça, les surveillants de la surveillance des abords de l'établissement et faire en sorte que les entrées-sorties puissent être automatisées à travers ce système de reconnaissance faciale. Et l'argument mis en avant, c'est évidemment donc, les risques en termes de sécurité aux abords des établissements scolaires, le risque terroriste, etc. Mais aussi, évidemment, la nécessité d'opérer avec des budgets contraints. On a peu de surveillants et donc on veut les consacrer à des tâches plus qualitatives. Et donc si on peut automatiser, faisons-le. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit proliférer partout pour légitimer l'introduction d'algorithmes, Parcoursup, j'en passe et des meilleurs, partout dans les services publics. On assiste à une automatisation qui est légitimée par le discours austéritaire, optimisation de la dépense publique et compagnie. Donc on a fait des recours dans le cadre de cette campagne, on a fait quelques actions de rue, un peu comme vous à Saint-Étienne. Du coup je vais vous montrer la petite vidéo qu'on a tournée, ou non en fait, désolé, c'est une manière d'illustrer, mais vous avez les photos à l'écran. Il a fait ce petit tract pour sensibiliser les élèves qui n'étaient pas du tout au courant qu'ils allaient servir de cobayes.
On a mis en place donc pour un site web pour animer cette campagne Technopolis qui s'organise autour d'un manifeste signé par plein de collectifs et qui reste ouverte à signature pour tous les collectifs militants qui souhaiteraient s'associer à cette campagne. Surtout, on a mis en place un forum dans lequel on essaye justement de créer un espace de discussion et de débat, de partage d'outils, que ce soit des visuels, des tracts, des textes, des analyses, partager la veille aussi entre les différents groupes locaux, les différentes personnes qui à travers le pays se mobilisent autour de ces enjeux. Donc je vous invite vraiment à venir travailler avec nous pour ceux qui le voudraient autour de tout cela. Ça marche assez bien, on a une participation, après avoir été un peu inquiet de la faiblesse de la participation, les choses décollent pas mal ces derniers temps et on a des gens qui débusquent des projets qui nous étaient passés sous le nez. On a mis en place une base de données documentaires sur data.technopolis.fr qui permet du coup de publier et de rendre plus facilement analysables et exploitables les documents auxquels on a accès, qui permet de documenter tous ces projets et qui sont liés du coup aux acteurs industriels, aux collectivités locales concernées. Une plateforme dédiée qui vient juste d'être mise en place, et si vous allez sur technopolis.fr/securedrop, donc le nom de cet outil logiciel qu'on a installé, en gros c'est une plateforme un peu comme Wikileaks qui permet d'envoyer anonymement des documents à travers le réseau Tor. Et l'idée c'est que des lanceurs d'alerte au sein des boîtes privées qui développent ces outils et au sein des administrations publiques qui les aident à les déployer dans nos villes puissent nous alerter, nous envoyer de la documentation. La CNIL, bon, après un certain attentisme, on les avait rencontrés il y a 1 an et demi, on était assez affligés du manque de réaction et de moyens consacrés à ces enjeux pourtant assez sensibles, a rendu 2 décisions en octobre dernier, donc une concernant les capteurs sonores à Saint-Etienne, qui dit en gros, c'est pour ça, moi je pense pas que elle soit si rassurante que ça, elle dit en gros le cadre juridique n'est pas suffisamment détaillé, donc c'est illégal, et en passant par une loi, ça pourra le faire. Elle est plus sévère avec le projet marseillais en disant c'est des mineurs dans le cadre scolaire, donc on n'est même pas sur des enjeux de sécurité, il y a forcément d'autres manières de faire qui sont beaucoup moins attentatoires au droit à la vie privée. Et donc dans tous les cas, même si on adoptait une loi, ce serait toujours disproportionné, nous dit la CNIL. Et donc elle a même fait une mise en demeure aux collectivités locales responsables de ces 2 projets. Mais par ailleurs, elle est soumise à des pressions très fortes. Christian Estrosi, qui du coup s'est beaucoup plaint de cette décision contre l'expérimentation dans les lycées de la région PACA, a écrit une lettre à Édouard Philippe, lettre ouverte, en disant en gros la CNIL est un pouvoir sans contre-pouvoir. Nous on est assez affligés du peu de pouvoir qu'elle a, elle en perd à mesure que les années passent, et ses moyens sont vraiment pas à la hauteur. Mais lui estime qu'elle est encore trop sévère et trop puissante et qu'il faut créer des contre-pouvoirs face à la CNIL, qui est censé être un contre-pouvoir de l'État, je le rappelle. Et là, avant-hier, Renaud Muselier, président de la région PACA, rencontre la présidente de la CNIL, s'en félicite. Pour essayer de bâtir un partenariat avec Région de France, nous signerons une convention pour améliorer le traitement des données. Nous travaillerons également sur le dossier de la comparaison faciale. C'est mieux que de dire reconnaissance faciale, mais vous avez compris. Donc Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, a l'air aussi contente, mais moi, je trouve ça un peu inquiétant. Et évidemment aussi, une CNIL exposée et nous tous et toutes, exposés à des demandes très pressantes, de plus en plus pressantes des milieux de la sécurité. Vous avez ici une citation du directeur technique de la DGSI, le directeur général de la sécurité intérieure, les services de renseignement intérieur, et également des industriels qui nous expliquent que, notamment face à l'arrivée imminente des Jeux Olympiques et de foultitudes de touristes, il va falloir s'équiper en matière de technologie biométrique pour surveiller ces foules et réguler les accès et faire face à la menace terroriste. Quant au gouvernement, il semble déterminé à faire adopter une loi d'expérimentation, et c'est d'abord la sortie de Cédrico, secrétaire d'État au numérique, en octobre, qui nous dit expérimentons la reconnaissance faciale est nécessaire. Expérimenter la reconnaissance faciale est nécessaire pour que nos industriels progressent. Okay. On voit bien à quel point les enjeux industriels, c'est-à-dire positionner en gros. Alors j'ai oublié de dire un truc qui est vraiment important pour comprendre à quel point en France, pourquoi la France est en Europe continentale sans doute le pays où les choses sont plus graves sur ce front. C'est que ces dernières années, il y a eu tout un tas de fusions-acquisitions dans le secteur de la surveillance biométrique. Des acteurs chinois, russes, américains ont vraiment émergé, notamment en Chine et en Russie, où le cadre réglementaire les a permis de progresser beaucoup plus vite au niveau des techniques d'intelligence artificielle employées par ces outils, et aussi dans le déploiement de ces outils de contrôle social. Et en Europe, en gros, il y a eu tout un tas de fusions-acquisitions, et les 2 grands gagnants, c'est des boîtes à capitaux à majorité française. Idemia, qui est issue de la fusion de Safran, la branche biométrique de Safran,
et de Obenture, qui était une boîte néerlandaise en la matière. Et Thales a racheté Morpho et Gemalto pour garnir son offre et ses ressources en la matière. On assiste aussi à plein de startups qui développent plein de choses, mais on a ces deux gros mastodontes industriels qui ont des relais politiques très forts et qui expliquent sans doute pourquoi ces relais politiques sont activés. C'est les visages de peau blanche, mais pas les visages de peau noire. Parce que l'algorithme n'avait pas eu suffisamment d'exemples de personnes à la peau foncée. Du coup, il considérait que ce n'étaient pas des personnes humaines. Il ne détectait pas les visages. Donc c'est extrêmement dangereux de considérer ça comme une vérité absolue. Un autre exemple que je peux donner, c'est en fait les modèles qui sont générés, ils sont générés automatiquement par des algorithmes, mais on n'a pas de contrôle sur les critères qui sont utilisés. Voilà, c'est une espèce de boîte noire mathématique. On construit un modèle pour discriminer les éléments. Et il y a notamment un algorithme qui a été mis en place aux États-Unis pour rendre des jugements de manière automatique pour éviter de passer par des juges humains pour gagner du temps. Donc on fournit les données à l'algorithme sur voilà, quel est le délit, quel est le crime, différents éléments, et ensuite la sentence tombe. Et donc c'est évidemment, l'algorithme a appris tout ça en fonction de tous les cas qui ont déjà été traités. Sauf que, évidemment, comme la justice américaine a tendance à sanctionner plus fortement les personnes afro-américaines, l'algorithme construit un modèle en considérant que c'est un critère. Voilà. Donc, si on est afro-américain, ben on va être puni plus sévèrement parce que c'est un critère aggravant, une circonstance aggravante. Donc c'est ça qui est hyper dangereux aussi avec ces modèles-là. Et dernier petit point, on en parlait aussi sur la notion d'autocontrôle. Ces outils sont vraiment là pour rationaliser les comportements. Parce qu'effectivement, on est en permanence surveillé, même s'il n'y a pas quelqu'un derrière l'écran pour nous surveiller directement, mais on sait qu'on peut être épié. Donc on va avoir tendance à normaliser nos comportements pour rentrer justement dans cette norme. Il y a de nouveau un algorithme assez récent qui essaye de détecter les démarches suspectes, et qui a détecté que 7% des personnes avaient une démarche suspecte. Et déjà, qu'est-ce que c'est avoir une démarche suspecte? Ça suppose qu'on a fourni à l'algorithme un certain nombre de démarches en disant ça c'est des démarches suspectes et ça c'est des démarches non suspectes. Donc en fait, la démarche qui va être suspecte, c'est juste une démarche qui sort de la norme qu'on a définie. Et du coup, comme on sait que l'algorithme va se baser sur notre démarche pour voir si elle est suspecte ou pas, et on sera potentiellement plus surveillé si on a une démarche suspecte, considérée comme suspecte, et ben on va avoir tendance à s'appliquer, enfin s'auto-contraindre pour rentrer dans cette norme-là et pas passer pour suspect, alors que ça ne veut pas forcément dire quelque chose sur notre comportement par ailleurs. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui sont à mon sens aussi importants à saisir, et c'est important d'avoir un argumentaire aussi sur cet aspect technique, au-delà de toutes les problématiques philosophiques et éthiques que ça peut créer. Voilà, donc je voulais juste compléter par ça, et Xavier, Christelle, je vous laisse la parole si vous voulez ajouter quelques mots. Ouais, je pense que comme beaucoup de gens, j'en ai pris vraiment plein la gueule. Je pensais être informé sur ces questions et je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Donc pourquoi parler en tant qu'architecte de ça? Je pense que c'est parce que c'est vrai qu'historiquement on a été les architectes en charge d'opérer ce contrôle social un peu par d'autres modes, c'est-à-dire, tu l'as rappelé en introduction, Haussmann, les modes de production morphologique de la ville étaient faits aussi pour être des régulateurs de révolution ou des choses comme ça. Donc je vais être très bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et je dirais un constat sur les écoles d'architecture aujourd'hui face à ces questions. Je pense qu'on est à des années-lumière. Je pense qu'on n'est même pas on n'est pas en contact même avec l'existence de ces problèmes. On est au contraire dans un phénomène de fascination de la part d'une certaine partie des enseignants et des étudiants sur un truc qui s'appelle le BIM, qui est le Building Information Modeling, qui est la dimension de production de bâti, enfin ce qui se passe exactement la même chose que les phénomènes décrits de Big Data, on va dire, à l'échelle des bâtiments. Il y a toujours, je crois, bon, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, mais les écoles d'architecture ont vécu ces 30 dernières années un phénomène de dépolitisation massive. Elles étaient toutes marxistes il y a 30 ans, aujourd'hui elles sont macronistes massivement.
Et du coup, il y a une sorte de, on va dire, encore un présupposé comme quoi la technologie est quelque chose d'assez neutre et non pas idéologiquement orienté. Et que tout ça c'est bien en fait. Enfin, il y a quand même désolé, hein, mais bon voilà, on en est là. Je pense que donc il y a un constat. Après, je dirais, ce qui est peut-être un petit peu rassurant, c'est qu'on n'est pas encore utilisé pour mettre en œuvre ces dispositifs-là, on va dire, parce que historiquement on a plutôt été convoqué pour mettre en œuvre. Donc là, on est même complètement à la ramasse, c'est-à-dire qu'on n'est pas. Alors. Après, donc ça c'est sur le constat un peu alarmant, on n'est pas prêt. Je pense qu'il y a un gros. En fait aussi parce que je pense que les écoles d'architecture, elles essayent de se battre sur des trucs comme sauver le fait qu'on puisse s'être investi dans les politiques de logement social, qui est un combat magnifique qui a duré. Et en fait, tout ça déjà c'est tellement lourd et ça s'effondre tellement avec des lois comme la loi Elan, je ne sais pas si vous en entendez parler, que c'est des combats alors, à la fois qui sont extrêmement dignes, mais ça attaque de tellement de partout que je pense que c'est difficile donc à la fois d'essayer de se maintenir sur ce qui était historiquement la mission, et on voit aussi que la ville devient un espace de contrôle total, qui est aussi une question à laquelle on est concerné, et donc il va falloir apprendre très vite, je pense. Donc merci infiniment, j'espère qu'on pourra vous faire intervenir dans l'école d'architecture. Ce serait important. Deux choses peut-être un petit peu moins tristes. La première chose, c'est que il y a quelques architectes, donc assez isolés, mais qui ont en fait commencé à utiliser ces mêmes dispositifs pour les retourner comme des dispositifs on va dire, de sauvetage, de défense des libertés, notamment il y a une personne qui est un peu connue qui s'appelle Eyal Weizman, qui est un architecte israélien qui s'est beaucoup battu contre la politique israélienne à l'égard des populations palestiniennes, et qui a notamment développé un programme qui s'appelle Forensic Architecture, où en fait très, très bêtement, par exemple maintenant, en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la collection de données. Quand il y a eu une attaque faite, un policier à Chicago a tué, comme ça arrive très souvent dans le South Side, une personne par balle. En fait, eux essayent de contacter toutes les populations pour récupérer la totalité des vidéos, un peu comme le ferait la police, mais pour monter un cas de défense. Donc vous avez même maintenant des architectes qui vont, en cours de justice, utiliser ces technologies, et ils vont même jusqu'à arriver à synchroniser les sons et à modéliser la chute du personnage en temps réel, enfin on va dire, pour arriver à montrer que le son, la balle, a été tirée à un moment où la personne n'avait pas été avertie. Enfin, vous voyez donc c'est un peu... C'est un renversement un tout petit peu de cette même tactique, alors pas avec les mêmes moyens, hein, parce qu'évidemment mais donc c'est un programme qui est développé à Londres par cet architecte à la Goldsmith, enfin bref. Et la deuxième chose, c'est historiquement, et j'arrêterai là, il y a deux conceptions fondamentales de l'histoire de l'architecture. Il y en a une qui part de l'idée que les architectes font du bâtiment. Donc ça date principalement de la Renaissance, pour ceux qui peut-être connaissent, ça va être la figure d'Alberti. Mais il y a une figure qui est plus ancienne, qui est celle de Vitruve, qui est le premier texte qu'on a historiquement de l'histoire de l'architecture, qui lui avait une autre conception de l'architecture dans laquelle l'architecture c'était trois choses: la production de bâti, la gnomonique, qui était l'art de faire des cadrans solaires, mais qui présupposait de comprendre le mouvement des planètes, donc l'univers à l'époque on ne savait pas comment ça marchait, et la troisième chose c'était la technique. Et moi je pense que c'est là où j'ai l'impression qu'on peut éventuellement, enfin, en tout cas c'est la piste qu'on essaye de traiter avec quelques camarades architectes, de revenir à un savoir architectural vitruvien qui serait une tentative de redominer la technique. Il y a eu une dissociation en tout cas importante dans notre champ au 19e, entre 18 et 19e, avec l'autonomisation de l'ingénierie en tant que savoir propre, et où la technique n'a pas été... si historiquement les architectes ont fait partie de ceux qui ont essayé de penser philosophiquement la technique et son rapport, on va dire, humaniste éventuel, ça a été... cette diversion a laissé la puissance totale de l'ingénierie à elle-même, sans contrôle critique, on va dire. Et je pense que nous, on est certains à militer pour essayer de
de redéfendre au sein des écoles d'architecture une pensée, alors pour le dire, vitruvienne d'architecture qui essaierait de redominer intellectuellement la technique. Donc par exemple, nous on a un programme qui s'appelle l'architecture comme pratique politique à Saint-Étienne, dans lequel par exemple on a essayé de ne pas penser, on arrête de penser le bâtiment, et on essaie de penser on a essayé de repenser que pourrait être une architecture des infrastructures internet qui serait réellement démocratique. Dont on sait, parce que ces infrastructures-là même en termes de passage, tout passe depuis vous devez connaître ça 1000 fois mieux que moi, mais depuis le 11 septembre, il y a des canaux qui sont principalement centralisés par les États-Unis, qui ont un accès aux flux et ça. Comment est-ce que si on devait reconstruire une infrastructure telle qu'on a pu le faire dans d'autres domaines par le passé, des infrastructures qui pourraient être moins idéologiquement ou étatiquement contrôlées, mais être, on va dire, comme le langage, qui pourrait être quelque chose d'un peu... Donc voilà, c'est évidemment par rapport à la précision et la peur et l'efficacité de tout ce que vous voyez là, nous on est encore une fois on est très loin, on essaye de repenser un peu de loin comment réapprocher la complexité de tel phénomène. Ce qui me fait un peu peur, c'est que même si quand je vois ce que vous décrivez, même si on arrivait à penser des systèmes, on va dire un peu vertueux ou non oppressifs ou non suffocatoires comme tout ça, je ne vois pas la capacité qu'on aurait à les faire, à participer, de les faire advenir dans le politique. Et là, à part de la mobilisation citoyenne et de la lutte au sens le plus premier du terme, je vois pas d'issue possible. Dernière chose, on a... ouais, non, c'est bon. Bravo. Bon, pas grand-chose, je ne vais pas m'exprimer très longuement non plus, donc rappeler aussi, pour reprendre ce que Xavier vient de dire sur voilà, cette complète autonomisation, dépolitisation de la technique qui est complètement folle et qui sert bien des objectifs politiques que vous décrivez. Hein. On est bien, gouvernementalité, c'est pas un terme faible du tout, hein, c'est bien le terme forgé par Michel Foucault pour montrer toutes ces techniques de gouvernement justement des corps et de gouvernement de la société de manière globale. Moi je veux juste compléter deux choses, peut-être tirer aussi d'autres usages de ces multiples données maîtrisées par d'autres que nous, c'est comme ça, donc par Google et compagnie. D'une part, vous avez mentionné les hotspots là tout à l'heure donc ce que les données permettent de repérer comme étant des lieux de haute criminalité dans les villes nord-américaines. C'est du repérage, mais ça induit derrière des projets urbains pour venir éradiquer ces hotspots et construire la ville autrement, évidemment faisant déplacer les populations. Donc on est dans les mêmes vieux trucs de rénovation déportation des années 60. On repère dans le 13e à Paris, à la fin des années 60, c'était les pourcentages de pauvres et d'immigrés qui déterminaient la destruction d'un îlot. Et bien on est ici sur un autre registre de choses avec des moyens de repérage évidemment bien plus puissants. Et puis sur ces données, moi c'est une attention que je voudrais aussi attirer peut-être sur les processus aussi assez fous de marchandisation complète de la ville qui sont induites par toutes ces données que l'on fournit, nous, en utilisant Google Maps, etc., et qui sont bien sûr consolidées, combinées par Google. Waze appartient à Google, je le dis par exemple au passage. Donc tout ça, nos données gratuites, eux, ils savent les mettre en forme d'une certaine manière pour configurer les villes autrement, voire pour revendre les données que nous avons produites aux collectivités locales qui effectivement sont complètement dépassées en termes de compétences, de savoir, de capacité de lecture et de politisation de ces enjeux. Il y a un joli article là, qui a été fait donc, à partir du quartier que Google est en train de construire à Toronto, qui suscite quand même quelques mobilisations sur place aussi, et qui décrypte un peu les nouveaux outils qui sont en train d'arriver via Google Maps, etc., et qui montrent comment ne serait-ce que la mise en forme des images Google Maps, l'adduction des couleurs, etc., nous amène à penser qu'ici, il y a une centralité d'intérêt, comme le dit Google. Et pour faire un parallèle un peu rapide avec ce que tu disais tout à l'heure, on a en ce moment des actions ministérielles qui s'appellent Cœur de ville, visant à revitaliser les centres-villes au travers
politique de réaménagement, de vitrines, d'espace public, etc. Mais on est... c'est des mesures d'acteurs et de politiques publiques qui sont epsiloniques par rapport à ce que Google est en train d'inventer, de vitrines virtuelles il n'y a même plus besoin aujourd'hui de bâtir une jolie vitrine, puisque dans votre smartphone apparaîtra le service qui est au 2e étage que vous aurez en vous baladant dans la rue. Voilà, donc juste, on n'est pas tout à fait aligné, mais c'est aussi des enjeux, je trouve, qui, pour la question de la conception, de la production, de la gestion de la ville, sont vraiment des enjeux. Marchandisation. Et est-ce que les commissariats sont virtuels aussi? Non, jamais. Ça serait sympathique. Ah non, ça va aussi, bien évidemment, avec cette recomposition de l'État, on utilise... Avant de lancer la discussion, un dernier petit mot de Pierre-Marie pour la Ligue des droits de l'homme. Oui, la Ligue des droits de l'homme est très sensible donc à ça depuis le démarrage. Elle a été aux côtés à Nice, à Marseille, de ceux qui ont porté plainte. Mais parce qu'on sent bien comment la technologie est en train de détruire nos démocraties actuellement, c'est clair. Alors, je fais juste un élargissement. Il y a un rapport de l'ONU qui est sorti en décembre qui fait apparaître que les politiques sociales dans le monde entier sont en train d'être totalement dénaturées parce que les gens sont devenus des objets qui sont soumis à des algorithmes que les travailleurs sociaux à tous les niveaux utilisent. Et peut-être est-ce qu'Antoine pourra dire un mot sur, dans quelques jours, Josiane Gunther parlera du travail social, qui effectivement, chez nous déjà, les travailleurs sociaux sont soumis à une espèce de déviation très très profonde de leur métier. Josiane présentera son livre dans quelques jours sur le travail social avec une approche un peu critique de cette comment dire, mise des gens en objets. Finalement, il y a peut-être quelque chose d'autre à inventer par là. La santé aussi. Voilà, du coup on peut lancer un temps d'échange, donc si les personnes veulent intervenir, n'hésitez pas à se faire connaître. Oui, par rapport à la réunification de l'humain, dont parlait le monsieur des droits de l'homme, Pierre-Marie. Oui. Pierre-Marie. Enfin, nous sommes intéressés à discuter avec vous pour un sujet peut-être qu'on abordera plus tard. Oui, la captation de données. Oui. En fait, moi, je vois plutôt l'aspect sanitaire en fait des villes du futur. Plutôt le fait que on baigne dans un environnement électromagnétique constant et que les rayonnements électromagnétiques sont définitivement toxiques. Et en fait, quant à la réification de l'homme, il faudrait plutôt parler de sa finalité. Moi, je pense que ces villes, à terme, elles ne seront même plus propices à l'humain, dans le sens où elles sont tellement saturées d'environnements électromagnétiques, d'ondes électromagnétiques, que les hommes ne pourront plus y vivre. Personnellement, je suis électro-hypersensible. Ça fait des années que je dois plus mettre les pieds en ville, je reviens doucement. Je m'inquiète en fait, moi aussi, par rapport à la vie des droits de l'homme, parce que beaucoup de HS sont tournés vers vous sans jamais avoir de réponse. Enfin, ça, c'est une autre question. Mais ce que je me dis, c'est qu'en fait, depuis qu'on a inventé ou domestiqué le feu, le cheval, la forge, le génie de l'homme, en fait, il a toujours eu des limites, quoi. Même si, effectivement, la première chose, c'est qu'il soit capté par des intérêts militaires ou industrieux, il arrive souvent qu'à terme, quand ces technologies deviennent des menaces pour l'intégrité de la race humaine, en fait, elles sont mises au placard, quoi. Quand je vois le nombre exponentiel de personnes électro-hypersensibles actuellement, 5% de la population, pour certains aujourd'hui on aurait 50% à divers niveaux, je me dis que ces villes, en fait, elles ne seront pas vivables. Alors, on en arrive à cette captation de données parce qu'on utilise massivement des ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, les smartphones,
des tubes néons, enfin on peut aller dans tous les sens. Moi je pense que de toute façon, enfin plutôt je l'espère parce que j'ai pas envie de vivre dans un monde à la Damasio. C'est qui celui-là? Pardon sincèrement, je pense que soit on va vers une catastrophe sanitaire globale, soit effectivement on va vivre dans un monde à la Damasio. Mais je pense plutôt qu'on va vers seuil critique où la technologie n'est pas adaptée à l'humain. Alors c'est une réflexion qu'on a aussi, puisqu'il va y avoir la 5G et que la 5G va faire exploser cette question des ondes. Mais bon, là ici, on va peut-être se centrer sur l'aspect... C'est complètement lié. Oui, mais... C'est complètement lié. L'infrastructure de nos villes, l'architecture de nos villes est entièrement articulée autour des champs. mais je suis d'accord, je suis d'accord pour les connexions entre les deux. Mais simplement, bon, ici, on voulait éclairer quelque chose qui est assez méconnu, qui est le problème de mise en place d'une société de surveillance. Et c'est peut-être intéressant aussi de creuser ça. Mais l'histoire des ondes, on va le traiter puisqu'on fait des débats sur la 5G. Le côté exponentiel de l'environnement électromagnétique, on n'a pas du tout besoin de parler de... Moi ça fait 10 ans que quand j'ai incendie, je suis fliqué. Tu vois et je peux aussi vous dire qu'une fois qu'on est fliqué, qu'on est casé, ouais on va se prendre 6 mois ferme. Ouais moi je me suis pris 6 mois ferme. Mais on élabore des stratégies quoi. De survivance. Okay. Mais voilà, il faut prendre en compte cette problématique. D'accord. On va faire tourner et donc la vous parole. prendre en compte, vous passez à côté quelque chose, monsieur Trey. Et la Ligue des droits de l'homme, donc il ne la prendra pas en compte pour les électroménages sensibles, elle passe à côté de son rôle. Ça fait 10 ans qu'on vous demande d'agir pour nous. C'est tout. Petit coup de gueule. Vas-y. Oui, je me permets de répondre à monsieur. Moi, je ne pense pas qu'il faille voir d'un côté les ondes, d'un autre côté la surveillance. Je serais plutôt pour la convergence des luttes. Et ce qui est à remettre en question, c'est la société dans laquelle on vit. Est-ce qu'on veut cette société-là? Bon, si on est là, c'est sans doute que non. Je voulais parler de l'acceptabilité sociale de l'informatique. Monsieur Tréguer, vous nous avez dit à midi qu'il y avait 3 critères pour que socialement l'informatique, enfin le numérique soit acceptable. Il fallait que l'éthique soit garantie, que la protection des données personnelles le soit et qu'il y ait une transparence administrative. Si je vous ai bien compris. C'est ça? Non, enfin le propos du coup, mais c'est vrai qu'il était peut-être un peu confus cet exposé, c'était de dire que c'était plutôt la réponse brandie par les élites dans les années 70 et encore aujourd'hui vis-à-vis de l'intelligence artificielle face aux craintes qui s'expriment dans la société et que pour garantir l'acceptabilité sociale de l'informatique, la réponse c'était de rassurer la population à travers ces différents mécanismes-là. Mais c'est bien comme ça que j'avais compris en fait, je me suis peut-être mal exprimé ici, mais si on regarde ces 3 critères, personne ne croit maintenant à l'heure actuelle que ces 3 critères soient remplis. Non, donc ça devrait donner lieu à un soulèvement citoyen. C'est un des aspects les plus choquants en fait à l'heure actuelle, c'est que dire la police britannique et l'état de surveillance au Royaume-Uni, ils n'ont pas grand-chose, on n'a pas grand-chose à leur envier. C'est loin d'être un exemple en matière de respect des libertés publiques, évidemment. Mais la grande différence, c'est que lorsque la police britannique mène des expérimentations de reconnaissance faciale, elle en parle. Elle demande à des universitaires d'évaluer et d'observer. Elle prend les devants. Alors qu'en France, on est effectivement face à une forme d'opacité systémique, organisée, entretenue. Il y a quelques brèches qui commencent à s'ouvrir, quelques élus qui commencent à revendiquer ces projets. Mais grosso modo, c'est des choses qui sont dans les cartons depuis des années et qui en effet, sont absolument pas transparentes. Et même Cédric O, lorsqu'il présente l'enjeu comme il faut expérimenter pour que nos industriels progressent, il oublie de dire qu'en fait c'est déjà le cas et qu'il y a déjà plein d'expérimentations en cours. C'est donc nous présenter une forme de marché de dupes que de nous laisser penser qu'on est justement en train d'avoir un débat pour décider si oui ou non on va expérimenter et lui nous conseille d'expérimenter en effet. Non, en fait c'est déjà en train d'avoir lieu à notre insu. Et ça devrait être cette stratégie du fait accompli. Oui, c'est ça. Permet juste parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire de la surveillance, quand on parle de la carte d'identité par exemple, quand on se rappelle à quel point elle a d'abord été introduite pour surveiller les populations réputées dangereuses, qu'elles soient ouvrières, nomades, indigènes dans les colonies,
c'est ensuite des dispositifs qui lorsqu'ils étaient présentés notamment par un préfet de la Seine en 1921 pour les gens honnêtes, c'est-à-dire le reste de la population, on leur rit, ça faisait le scandale et on lui riait presque au nez en lui disant mais jamais, c'est bien trop intrusif. Lorsque le maréchal Pétain présente la carte d'identité comme un outil d'affirmation de l'identité nationale, là ça paraît beaucoup plus acceptable d'un coup. Là où je veux en venir, et on pourrait comme ça multiplier les exemples où en fait des choses qui paraissaient impensables à ces choses qu'on considère comme acquises, et de les soumettre en examen critique et de comprendre à quel point ces choses font système et à quel point elles réduisent le champ des possibles. Il y avait une intervention là-bas devant Nicolas. Oui, je voulais revenir un peu sur le sujet de la ville. Il y a quelque chose aujourd'hui qui existe, qui fait partie de la généalogie de l'environnement sécuritaire. Je reviens rapidement sur la généalogie de la ville en fait, et de cet environnement sécuritaire. Il y a quelque chose qui s'appelle la prévention situationnelle. Et en Angleterre, ils sont en avance encore une fois sur nous. Ils éditent des carnets, c'est tous les ans ou toutes les 2 ans, sur comment on crée un environnement urbain là où on ne peut pas se cacher. Vous voyez aujourd'hui des petits picots, par exemple, sur des rebords pour pas qu'une personne puisse s'allonger, ou des bancs là où on ne peut pas dormir dessus. Voilà, c'est ça de la prévention situationnelle. Et donc c'est déjà inscrit dans l'urbanisme et on sait le faire aujourd'hui. Et pareil, c'est arrivé comme ça dans la ville. Donc voilà, ça c'est juste un complément d'information. La deuxième chose, et ça rejoint la question des coins de salle, je me disais, tous ces gens, tout ce qui se passe aussi sur le hacking, vous n'en avez pas parlé. Je sais notamment qu'il y a des gens qui ont produit des Arduino qui passent par le Tor, hein, pour polluer les messages, les Twitter, de mots en fait qui sont repérés, bombe, je sais pas quoi, attentat, tous ces mots-là, et en fait ils balancent. Et est-ce que dans cette ville-là, aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à brouiller les pistes, voilà, est-ce qu'il y a des pistes là-dessus? Alors la stratégie de la furtive, brandie notamment dans le dernier bouquin de Damasio que je n'ai pas lu, je dois le préciser, c'est effectivement, ça paraît un peu comme la dernière stratégie de résistance face à ces dispositifs. Il y a beaucoup de discussions ou d'excitation parfois autour de techniques de résistance comme le maquillage pour tromper la reconnaissance faciale. Un congrès de hackers là, à Leipzig entre Noël et le jour de l'an qui a lieu tous les ans, le Chaos Computer Congress. Il y avait notamment un atelier de maquillage et c'est brandi comme une solution. Alors le problème c'est que ça ne fait rien contre la reconnaissance des démarches qui est tout aussi pertinente pour identifier des individus. On a vu les manifestants congais ces derniers mois où les jeunes femmes se faire des tresses devant le visage pour se dissimuler, des masques, un artiste qui a conçu un dispositif permettant de projeter un mini vidéoprojecteur en réalité pour projeter une image sur le visage qui, pareil, permet d'échapper à l'identification faciale. Et les masques en ce moment, en Chine, en fait, la détection faciale en Chine, elle est foutue en l'air, là, ça marche pas. Il a foutu en l'air le système. Il y a de l'espoir, je pense. Il y a à Hong Kong aussi, il y avait ces lasers qui fabriquaient les lentilles optiques des caméras. Et puis il y a la bonne vieille tactique du sabotage. Moi, je repérais au Chili, dans le cadre des manifestations de ces dernières semaines aussi, une vidéo incroyable d'une manifestante qui monte sur un pylône, une caméra de surveillance du trafic, donc installée très haut, en plein milieu d'un axe, d'une artère, d'un boulevard. Donc elle prend beaucoup de risques et elle décroche la caméra qui tombe sur le sol, une image assez symbolique et assez belle, puisqu'après elle se jette de 4 mètres de haut et est rattrapée par la foule, c'est assez incroyable comme image. Mais en tout cas, c'est des actes de résistance qui rappellent la fragilité technologique de ces systèmes. Après, comme toujours, des actions de sabotage, surtout dans le contexte politique actuel, on peut s'attendre à ce qu'elles soient, en tout cas si elles ne sont pas articulées à des stratégies politiques extrêmement bien pensées et réfléchies, elles sont condamnées à s'exposer à une répression très forte. Les formes de violence politique sont aujourd'hui profondément délégitimées, et ce qui passait pour acceptable il y a encore 20 ou 30 ans dans les types d'actions des mouvements sociaux est aujourd'hui très souvent directement qualifié de terrorisme
et réprimées comme telles. Donc il faut se méfier, mais évidemment c'est des choses qu'il va sans doute falloir envisager si le débat qui se profile et les actions contentieuses ne permettent pas d'avoir gain de cause. Oui, je voudrais lancer une piste. Est-ce que on peut se demander si la technologie, le problème qu'elle pose, elle serait dans la manière dont on l'utiliserait, ou si elle serait foncièrement dans l'histoire, qui a financé la technologie, pourquoi elle s'est développée dans tel sens. Au début, l'informatique, ce n'était que des machines à calculer. Petit à petit, c'est devenu des machines à gérer quoi? Les affaires. Et maintenant, le principal rôle par rapport à notre société, c'est de gérer les flux financiers qui dominent le monde d'une manière gigantesque, puisque 90% des richesses maintenant résident dans ces flux financiers. Et que le problème, en effet, il est de nos jours qu'il faut remettre en question cette logique binaire qui est de tout séparer en petits morceaux, de tout découper, qui est complètement opposée à la logique humaine qui, elle, est de la reliance, qui est des relations, de l'interactivité permanente, alors qu'il n'y a pas d'interactivité entre un domaine spécialisé et un autre hyper spécialisé aussi, et c'est comme ça que fonctionnent les machines informatiques. Donc de retrouver le côté humain qui est justement les liaisons entre tout ça, qui va en contradiction complète avec l'informatisation de la société, et qui n'est pas pour rien, elle est là pour développer une société marchandisante, et de la marchandise, mais aussi du spectacle qui a été réalisé grâce à l'informatique et qui est devenu quelque chose qui va dans tous les instants et dans tous les recoins de notre vie quotidienne. On va réagir très rapidement, mais il y a plein de questions, donc, comme c'était une analyse et pas une question. Moi, je pose une question. Il faut beaucoup d'électricité pour tout ceci. Plus fort, c'est plus fort, Hélène. La dépense d'énergie. Gaspillage énergétique, elle veut dire. Il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir faire marcher tous ces systèmes. Et donc, je me dis, quand on discute avec des gens qui travaillent dans l'énergie, qu'il va y avoir un problème. Est-ce que c'est pas là la solution? On peut compter sur l'épuisement des terres rares et les problèmes de contraintes énergétiques pour parier sur l'effondrement de la Smart City et de l'informatique de contrôle. Bon, le prix du pétrole, on l'attend toujours. C'est un pari dangereux, il me semble. Mais après, c'est sûr que la vulnérabilité, en fait, il y a un documentaire du réalisateur allemand Werner Herzog que je vous conseille vivement, qui travaille toujours sur un peu les frontières de l'humanité. Et il y en a un paru sorti en 2016, qui s'appelle Lo and Behold. C'est en anglais, il n'est pas sorti en France. Il est disponible sur des plateformes marchandes. Lo and Behold, donc en plus c'est une expression de vieille anglais, c'est L-O and Behold, B-E-H-O-L-D. Et le sous-titre c'est Reveries of a Connected World, les rêveries d'un monde connecté. C'est l'exploration en fait d'Herzog, vieux monsieur qui ne connaît pas grand-chose apparemment à ces enjeux techniques, mais qui en fait par sa sensibilité arrive à nous livrer une analyse passionnante au gré de rencontres avec ceux qui construisent la robotique moderne, Internet d'abord, l'intelligence artificielle. Et qui nous montre un peu la froideur et le manque d'humanité de ces personnages. Tout ça pour dire que dans ce documentaire, il y a aussi une astronome spécialiste des étoiles et qui parle du phénomène des éruptions solaires. Ces éruptions, donc une activité magnétique très forte, des explosions nucléaires au niveau du Soleil ou d'autres étoiles du même type, qui envoient un champ magnétique très fort dans le système considéré. La dernière éruption solaire donc dans le système solaire, c'était observé, donc on a des traces, c'est en 1860, au tout début du télégraphe électrique. Ça a mis le feu à des centraux télégraphique. On a observé des aurores boréales, vous savez qu'on voit au niveau des pôles parce que le champ magnétique est beaucoup plus bas et beaucoup plus faible. Enfin, la protection, le champ magnétique terrestre fait que le champ magnétique solaire peut parvenir jusqu'à assez bas dans l'atmosphère et provoquer ces phénomènes que sont les aurores boréales. Là, on les observait au niveau de l'équateur. Donc bref.
Et cet astronome explique de ce qu'on observe des autres étoiles, ce phénomène survient environ tous les 150 ans, 160 ans. Donc là, on est à peu près... ça pourrait attendre encore 300 ans, hein, c'est une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais... On a l'impression qu'à travers la technologie, on rend nos sociétés extrêmement puissantes, résilientes. Il y a tout cet imaginaire-là qui est adossé à l'imaginaire technicien qui conduit notre civilisation au désastre, à l'effondrement, et tout un tas de choses qui sont désormais beaucoup mieux identifiées. Et ouais, la question qu'elle pose, c'est qu'est-ce qui surviendrait si une éruption solaire avait lieu demain? Qu'est-ce qui se passerait pour tous les supports électroniques, disques durs, cartes SD, pour tout un tas d'équipements électroniques qui aujourd'hui non seulement nous permettent de communiquer, de faire du calcul, mais sur lesquels repose l'ensemble des systèmes alimentaires, systèmes de santé, systèmes d'approvisionnement énergétique. C'est assez effrayant. C'est quelque chose dont moi j'avais jamais entendu parler avant de l'écouter elle et quelques articles qu'elle a écrits sur ce sujet. Enfin, bref, en tout cas c'est sûr que ces matériels, tous ces matériaux informatiques qu'on construit en nombre toujours plus important ont un coût écologique formidable et il n'est pas sûr qu'on sache le soutenir encore très longtemps. Juste une chose, il y a Aurélien Barrault qui a signifié la même chose dans le dernier ouvrage qu'il a écrit. C'est un astronomie physicien. Il parle d'une potentialité de bug électrique d'ici une dizaine d'années. Donc ça peut très bien avoir des incidences totales, c'est-à-dire tout exploser. Tout le système électrique, 3-4 heures d'électricité par jour. Ce qui amènerait donc à d'autres problématiques qui seraient la surveillance. Il faut se préparer. Mais bon, juste pour... en fait, je crois qu'il ne faut pas du tout opposer ces enjeux écologiques ou la lutte contre le trop-plein technologique et les formes de contrôle social. Je ne sais pas ce que vous faites, mais je pense que justement le lien est assez direct. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans le document que je vous présentais tout à l'heure, où il fait référence en termes sécuritaires au dérèglement climatique. Vous savez que dans les rapports sur la sécurité nationale des États-Unis, la principale menace, en tout cas parmi les principales menaces depuis plusieurs années maintenant, il y a le dérèglement climatique. C'est un enjeu sécuritaire majeur et effectivement, face à ces dérèglements qui s'annoncent, qu'on constate déjà, évidemment, il y a deux chemins possibles. C'est soit le chemin de la décélération, le chemin d'une résilience à partir d'un rapport à la technique beaucoup plus assagi, un rapport à la nature apaisé, et donc des communautés locales qui construisent leurs moyens de survie et de subsistance pour assurer une résilience et par là même peut-être construire des formes d'organisation plus démocratiques que celles qu'on connaît aujourd'hui, ou la voie du contrôle généralisé où les États qui nous gouvernent depuis un demi-millénaire maintenant, pour ne parler que de la forme moderne de l'État, s'équipent en technologie pour contrôler la population et faire face à ces dérèglements, gérer l'accès aux ressources et tout un tas de joyeuseté qui déjà entraîne depuis des décennies, voire des siècles, des désordres majeurs. Alors on a pas mal de questions, donc on va prendre prioritairement les personnes qui attendent depuis un moment. Du coup, c'était au sujet de la reconnaissance faciale, notamment sur voie publique. Sachant que les caméras elles captent et reconnaissent les individus en permanence sans forcément de consentement libre, etc. Est-ce que, sachant que les outils ont des marges d'erreur, qui existent le deepfake, des choses comme ça, est-ce que ça implique pas de fait une inversion de la charge de la preuve avec, du coup on doit prouver notre innocence, on est obligé de prouver notre innocence si on est reconnu par ces dispositifs, ou alors ou pas du tout, je me trompe. Il est un peu trop tôt pour le dire, puisque encore une fois c'est expérimental et la reconnaissance faciale, ou même la reconnaissance de démarche, on n'a pas encore d'interpellation ou de forme de contrôle opéré à travers ces technologies. Il y a quand même quelques affaires, mais en très faible nombre, notamment tout récemment un livreur de camion, un chauffeur de camion accusé d'un cambriolage qui avait été identifié à travers une caméra de vidéosurveillance et qui a été retrouvé à partir de la comparaison faciale, c'est-à-dire qu'on a pris cette photo, cette trace, on l'a soumise à l'algorithme de reconnaissance faciale qui équipe le fichier tâche dont je vous parlais tout à l'heure, et il y a des fiches qui sont ressorties, ce qui a permis d'identifier un suspect et de l'appréhender. Son avocat a fait valoir le fait que, je ne sais plus exactement quel était l'argument juridique soulevé, ça n'a pas été retenu, et pour l'instant il y a trop peu d'affaires de ce type pour qu'on puisse répondre à ce genre de questions. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.
Oui, ça va. C'était une question, alors Technopolis, je l'avais ouvert, j'ai à peine survolé, donc peut-être qu'en creusant, j'aurais pu avoir la réponse toute seule. J'ai eu la sensation, pour l'instant, l'entrée était plutôt sur l'approche numérique, biométrie, etc. C'était pour savoir, en fait, parce que les enjeux techniques sont là aussi, donc on a parlé de la prévention situationnelle, qui est une technique qui est utilisée en architecture, en urbanisme, en design, comment on va dessiner des poubelles, comment on va dessiner des caméras, etc. Est-ce que l'aspect aussi, on va dire, tangible, même s'il y a plein de choses très tangibles dans la connaissance faciale, sont intégrées, en fait, ces techniques de la forme, de l'espace, de la matière, font partie du champ de Technopolis. Mais des équipements sécuritaires dont il est question en particulier ou du reste de la... Sur Technopolis, est-ce que c'est un champ que vous pensez aborder nous, ou est-ce que c'est à côté, en fait, de l'objectif de Technopolis? En fait, nous, en tant que personnes qui animons cette campagne, on veut se concentrer sur cette technologie. Après, les outils qu'on met en place, libre à chacun de se les approprier et de créer des liens, en fait, de créer des ponts entre ces différents objets de lutte. Et non, je pense que clairement, il y a des enjeux. Et d'ailleurs, c'est pour faire écho à deux, trois des interventions depuis tout à l'heure, mais parmi ces technologies, il y a des choses de l'ordre aussi de la gestion de foule. Donc en gros, de la modélisation de foule à partir de techniques d'intelligence artificielle, je crois, qui permet de reproduire donc, la circulation de masse de piétons dans l'espace urbain. C'est notamment utilisé pour voir, à partir de ces modélisations, quels sont les espaces les plus fréquentés, ce qui aura une incidence ensuite sur le prix du bail. Je ne sais pas si c'est exactement, je ne connais pas du coup la prévention situationnelle, donc je ne saurais pas dire si c'est lié à ce genre de méthode. C'est vraiment sur le design des objets, de l'espace urbain, des bancs publics. Mais les arbres, ils ont coupé tous les arbustes dans les jardins publics à Saint-Étienne, c'était bien ça. Hein. C'était pour mieux surveiller. Eh bien, bien sûr. Notre nom, c'est le Security by Design. Ok, ouais. Bah, franchement, carrément. Enfin, pour le coup, c'est des formes de technologie sécuritaire aussi. L'immobilier urbain. Donc, c'est clairement des choses qu'on peut intégrer. C'est des choses sur lesquelles vous voulez venir travailler avec nos outils, avec nous, avec grand plaisir. Et ça peut que enrichir les perspectives et élargir le front. Oui, je voulais savoir si au niveau de la plateforme aussi, ça pouvait s'élargir sur les organismes sociaux. Donc là, je pense par exemple à la mise en place en fait de carnets de bord numériques pour les chômeurs. Donc savoir si ça se cantonne au projet de pouvoir public dans la ville ou aussi à la question en fait du contrôle bien social pour le coup, et notamment celle des chômeurs qui va venir. Donc pour l'instant c'est au stade expérimental, mais ça va très vite se généraliser et à rapprocher avec le projet Alicem. Et puis d'autre part, moi je pense que vous avez conclu sur la nécessité des escalades technologiques. Moi j'irais même plus loin, remettre en cause la notion de progrès technologique. Donc c'est-à-dire ouvrir vers un autre possible, c'est-à-dire un progrès qui soit en dehors des techniques qui nous privent de toute autonomie. Et là, en fait, pour faire des luttes, il y en aura. Il va y avoir des luttes. Ça, moi, je ne m'inquiète pas. Il y a plein de luttes locales. Le souci, c'est qu'en parallèle, pour que ces systèmes fonctionnent, il faut des gens connectés. En fait, aussi. Il y a la question au bout du bout, il y a la question de chaque individu doit être connecté. Et la difficulté qu'on a dans nos luttes, donc souvent, ça part d'un noyau de personnes qui sont déjà sensibles sur ces questions, soit sur la santé ou soit sur les questions de liberté publique. Mais quand on lutte, en fait, la difficulté, c'est qu'en face de nous, on a des gens qui ne remettent pas en cause l'usage du portable, de la connexion. Là, on va arriver avec la 5G à un stade où il va y avoir l'Internet des objets, donc ce ne sera pas que le portable qui sera connecté ou son ordinateur, mais tous les objets de la vie quotidienne. Et comment en même temps donc, remettre en cause la question de l'usage en fait, de toutes ces technologies, et comment s'adresser en fait à des personnes qui sont dans le guidon, voire même des personnes même en contradiction. Moi, j'ai conscience de tout ça, mais j'utilise les mails, je suis pas sûre que pas les réseaux sociaux, mais on est quand même contraint aussi à le faire. Il y a une fabrication du consentement aussi, c'est pas uniquement... Il y a aussi une fabrication... Oui, on peut dire ça, une fabrication du consentement, puisque à l'ICEM, on aura, si c'est imposé, on n'aura plus le choix que de donner sa face, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est comment on construit des luttes,
et faire en sorte qu'on puisse prendre du recul sur ces technologies et quelque part débrancher les gens. La difficulté, elle est là aussi, parce que la question sanitaire, c'est des conséquences à tout ce système numérique. Donc la difficulté en termes de lutte, elle est aussi que comment on arrive à élargir et à remettre en cause ce choix de société du tout connecté. Et avant qu'il soit encore plus difficile de le faire, et là, je pense à l'hybridation homme-machine. Voilà. Avec l'implantation des puces RFID sous la peau, comme c'est le cas en Suède ou en Belgique. Voilà. Alors sur la première question, sur les outils qu'on a mis en place, alors, pour le coup qui sont très numériques, même si on essaye d'articuler ça aussi avec des rencontres physiques au niveau local et des actions de rue. En fait, on est face à un mouvement d'automatisation massive des bureaucraties à travers la mise en place du carnet numérique, de Parcoursup, du fisc maintenant qui va déclencher des contrôles fiscaux en fonction du data mining pratiqué sur les réseaux sociaux pour voir si votre train de vie affiché n'est pas en contrariété avec vos déclarations de revenus, ou si vous ne faites pas du black en vendant les cèpes que vous cueillez à l'automne au black sur le Bon Coin. Donc c'est aussi une manière de faire de la guerre aux pauvres, cette histoire. Ouais, exactement. En tout cas, on est face à une prolifération de ces mécanismes d'automatisation qui sont très souvent justifiés, comme je le disais tout à l'heure, par des discours austéritaires. Moi, je pense vraiment qu'il faut que des luttes s'organisent à chacun de ces échelons et qu'il y ait des ponts qui se fassent, évidemment. Quant à la question de savoir si ça peut rentrer dans la campagne Technopolis, c'est en dehors du cadre tel que nous on se l'imaginait, qui est effectivement assez lié à l'espace public urbain. Après, si jamais ces outils permettent justement d'articuler ces luttes, on est prêt à, je pense à, c'est pas moi qui m'en occuperai, il faut que je vois avec mes camarades, mais à les mettre à disposition, en créer d'autres, en tout cas à en débattre si ça semble pertinent. Et ensuite sur le second point, moi je vous rejoins complètement, il y a des collectifs comme Écran Total, de manière assez pionnière en France, qui permettent de faire le pont entre l'informatisation massive des écoles et des net numériques, le puçage des animaux, l'informatisation de l'agriculture, celle du travail social, j'en passe et des meilleurs, et c'est fondamental. Et moi je crois que les problèmes écologiques. Donc ça sera une manif à Lyon, CIRC, c'est le Centre international de recherche contre le cancer, jusqu'à Bellecour, puis après un rassemblement avec des intervenants, d'ailleurs Félix est invité, et d'autres. Et ça permettra justement de faire cette connexion, parce qu'effectivement on y croit. Pour nous, il faut vraiment prendre le problème par tous les bouts et poser ça sur le devant de la scène. On va prendre une dernière question, parce qu'on va finir les discussions à 20h. Il y avait une question là-haut, je suis désolé. C'est international? Ouais, c'est international. Ouais. Alors on va essayer d'inviter au moins les Italiens et les Suisses, plus si on peut, mais voilà. Il y a la présence d'Annie Sasco aussi. Dani Sasco, oui, qui est chercheuse. Allez, dernière question avant qu'on termine. Dans la convention entre Thales et la ville de Nice pour le projet de Safe City, ils mettent en avant l'argument des menaces qui sont de plus en plus présentes, notamment les menaces naturelles. Et je voulais savoir comment une Safe City pourrait protéger contre les menaces naturelles. En gros, le principe c'est assez simple. C'est que ça va permettre de coordonner, enfin déjà de voir la situation en temps réel et de piloter l'intervention des forces de l'ordre, des secours, en cas de crise. Après coup. Inondation, que sais-je encore. C'est simple que ça. Donc, à travers tout un tas de capteurs et d'une informatisation massive des polices et des services de secours, de santé, des hôpitaux, on pourra mieux coordonner tout cela et la bureaucratie aura l'huile dans les rouages et ça marchera mieux. C'est une catastrophe qui coupe l'électricité, comment ils fait? Ils seront mal. C'est très fragile, la société c'est fragilisé. Dernière, là on est vraiment obligé de clore parce qu'en fait il y a un problème de mise en sécurité des locaux après. Donc, juste une petite remarque. Je suis à la Ligue des droits de l'homme de Saint-Étienne et je voudrais faire juste une remarque de vocabulaire. À chaque fois qu'on parle de ces problèmes-là, on parle de sécurité. Alors la sécurité, dans la déclaration des droits de l'homme, on parle de sécurité sociale et de sécurité du travail
Mais pour ce qui concerne le citoyen, on parle de sûreté. Hein, la sûreté du citoyen face à l'État. Et tout à l'heure, Félix nous a parlé que toutes les informations qui sont prises sur notre comportement, sur nos habitudes, etc., sont gérées et connectées et collectées par l'État. Donc ce qui fait que la sûreté n'est absolument pas garantie. Parce que le citoyen, qu'est-ce qu'il peut faire face... Normalement, l'État doit nous assurer la sûreté. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et il faut faire attention au vocabulaire, faut faire attention à ça. Parler de la sûreté n'est absolument pas... Alors, on s'excuse, il y a beaucoup de frustration, mais bon, on est tenu par ces... Voilà, merci à tous. Avec quelques ouvrages, vous pouvez jeter un œil sur la problématique abordée ce soir et d'autres.